Mai 1974. Une date, un lieu, Maalot. C'est là qu'un événement tragique va non seulement secouer tout un pays, mais aussi redéfinir complètement son approche du terrorisme, et ce, pour des décennies. C'est une histoire terrible, un moment charnière, dont les ondes de choc, on les ressent encore aujourd'hui. Alors, plongeons ensemble au cœur de cette crise pour en comprendre toutes les facettes. Alors avant de parler de la prise d'otage elle-même, il faut absolument qu'on se replonge dans le contexte de l'époque. Parce que pour comprendre ce qui s'est passé en mai 74, il faut regarder ce qui s'est passé juste avant. On est au lendemain de la guerre du Kippour de 1973. L'atmosphère dans toute la région est électrique, vraiment. Et c'est ce climat ultra tendu qui va servir de toile de fond à tout ce qui va suivre. Voilà, on est donc au début des années 70 en Israël. Le souvenir de la guerre, il est encore à vif, c'est tout frais dans les esprits. Et en même temps, il y a autre chose qui monte en puissance, les attaques menées par des organisations palestiniennes. Elles se multiplient, elles s'intensifient. Et ça crée un sentiment d'insécurité constant, quasi permanent. Et justement, dans ce contexte-là, il y a un groupe qui va se démarquer, si on peut dire. C'est le Front démocratique pour la libération de la Palestine, le FDLP. Eux, ils vont adopter une stratégie bien particulière, celle des opérations spectaculaires. L'idée, c'est simple. Frapper les esprits, attirer l'attention des médias du monde entier avec des actions chocs. Et c'est précisément cette stratégie qui va nous mener tout droit au draft de Maalot. On y arrive. La nuit du 15 mai 1974. C'est là que tout bascule. 3 membres du FDLP traversent la frontière, depuis le Liban, pour s'infiltrer en Israël. Et ils ne sont pas là par hasard, non. Ils ont un objectif très très précis en tête. Et leur cible, c'est une école. L'école secondaire Netiv Meir. Après une première altercation qui tourne mal et qui fait des victimes, les 3 hommes foncent vers l'établissement. Ils entrent, se retranchent à l'intérieur et barricadent tout. L'école est devenue une forteresse. Et c'est là vraiment que l'horreur absolue de la situation se révèle. Parce qu'à l'intérieur de cette école, il n'y a pas de soldats. Non. Il y a plus de 100 enfants, des écoliers, avec leurs professeurs. Ils étaient juste là, en voyage scolaire. Imaginez un peu, l'enjeu humain devient tout de suite écrasant, insoutenable. Alors, évidemment, la nouvelle de l'attaque tombe comme une bombe. Le gouvernement israélien est immédiatement plongé dans une crise politique sans précédent. La première ministre Golda Meir et tout son cabinet, ils se retrouvent face à un choix. Mais quel choix? Un dilemme absolument terrible, avec la vie de plus de 100 enfants qui ne tient qu'à un fil. La demande des terroristes est simple et brutale. Ils exigent la libération de 23 prisonniers palestiniens. Et pour être sûr que la pression soit maximale, ils ajoutent un ultimatum. Un ultimatum très, très court. Le gouvernement n'a que quelques heures pour se décider. La course contre la montre est lancée. Le gouvernement est donc complètement coincé. C'est une impasse totale. D'un côté, si on cède, on crée un précédent hyper dangereux. On ouvre la porte à d'autres prises d'otages. Mais de l'autre côté, si on refuse, on met directement en jeu la vie de tous ces enfants. C'est vraiment la définition d'une situation sans issue. Chaque option semble mener droit à la catastrophe. Les heures passent, les négociations n'avancent pas, elles s'éternisent, l'impasse est totale. C'est là que le gouvernement prend une décision fatidique, lancer l'assaut, l'opération de sauvetage. Le temps presse, l'ultimatum approche de sa fin. L'option militaire, à ce moment-là, apparaît comme la seule et unique porte de sortie. L'opération est confiée à la crème de la crème, l'unité d'élite Sayeret Matkal. L'ordre est donné, l'assaut commence. Mais au moment où les soldats entrent dans l'école, tout bascule dans le drame. Les terroristes comprennent que c'est fini pour eux. Et là, ils déchaînent une violence inouïe sur les otages. Ils ouvrent le feu et lancent des grenades sur les enfants, qui sont tous regroupés dans une seule et même salle. Le bilan final est absolument effroyable. 22 enfants et 3 adultes sont tués. Plus de 60 blessés. Les 3 preneurs d'otages sont également abattus, mais le mal est fait. Les chiffres sont glaciaux, ils parlent d'eux-mêmes. C'est une catastrophe d'une ampleur inimaginable. Une fois le choc, la sidération passée, on commence à mesurer l'impact de cet événement. Et cet impact va être profond, durable, sur toute la société et la politique israélienne. Maalot, ce n'est plus juste le nom d'une petite ville, non, c'est devenu un symbole, le symbole d'une douleur immense, mais aussi d'un tournant. Bien sûr, il y a d'abord eu un deuil national, des funérailles d'État, une tristesse immense. Mais au-delà de ça, la tragédie a provoqué un véritable électrochoc. Surtout au niveau stratégique. Tout a été repensé. On assiste à une refonte complète des tactiques antiterroristes. La doctrine change complètement. On passe d'une posture où l'on négocie à une approche bien plus offensive. Et à l'international, l'indignation est quasi générale, même dans certains pays arabes.
Et aujourd'hui encore, des décennies plus tard, le souvenir de Mahalot est incroyablement vivace. Ce n'est pas juste une ligne dans un livre d'histoire, loin de là. L'événement est commémoré chaque année, il est enseigné dans les écoles comme un tournant absolument majeur. C'est devenu une cicatrice dans la mémoire collective du pays, un rappel constant de la fragilité, de la vulnérabilité, mais aussi, et c'est important, de la détermination qui est née de ce drame. Au final, la tragédie de Mahalot nous laisse avec une question fondamentale qui reste terriblement d'actualité et pas seulement en Israël. C'est ce dilemme permanent, quasi insoluble, comment fait-on pour protéger ses citoyens, tout en refusant de céder au chantage des terroristes? C'est la recherche d'un équilibre quasi impossible entre la fermeté et la protection de la vie humaine. Et c'est une question qui, aujourd'hui encore, n'a vraiment pas de réponse simple.